un nouveau plan quinquennal qui a été préparé par un groupe de pression qui s'appelle Civic Influence Hub, un projet donc au nom évocateur de l'or bleu. Et c'est son directeur exécutif ce soir, M. Ziad El-Sayer, qui nous donnera plus de détails sur ce plan-là. Mais dans le débat autour de ce plan et du problème de l'eau, nous allons accueillir ce soir 3 intervenants de marque qui vont aborder ce sujet dans toute sa complexité. Nous écouterons au début Maître Hiam Mallat qui fera une intervention très politique dans laquelle, à travers une vision historique, il démontrera que les mesures de gestion des ressources hydrauliques ont contribué au Liban à l'émergence et au développement du système démocratique. Ensuite, nous écouterons M. Pierre Blanc qui parlera plus du contexte régional dans une région qui, bien qu'elle soit défavorable d'un point de vue des ressources hydrauliques, a toujours fait montre d'une réelle ingénierie de l'eau. Mais les changements en cours depuis le XXe siècle exacerbent les tensions au point d'augmenter le risque des guerres de l'eau. Mais Monsieur Blanc parlera également des spécificités du Liban. Et enfin, nous écouterons aussi le docteur Fadi Emel qui mettra en relief les différents problèmes dont souffre le Liban au niveau de la gestion de l'eau, mais qui seront autant de défis que relèvera le plan de la CIH. Auteur d'un ouvrage édité par L'Orient le Jour, Gestion et hydrodiplomatie de l'eau au Moyen-Orient. Docteur, merci. Merci Suzanne. Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, messieurs les officiers représentants de l'armée libanaise, Sûreté générale, forces de sécurité intérieure, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de participer à cette table ronde dirigée par Suzanne, dédiée à l'ouvrage L'or blanc du Liban, d'autant plus que j'ai eu l'honneur et le plaisir de participer à sa rédaction et de suivre son évolution jusqu'à ce jour. Et je saisis cette occasion pour remercier le comité stratégique et l'équipe de travail du CIH, ainsi que tous les experts qui ont pris part à la réalisation de ce magnifique ouvrage. Sans oublier les éditions L'Orient le Jour, représentées aujourd'hui par Suzanne Baraklini, qui ont toujours soutenu les initiatives concrètes visant à préserver les ressources naturelles de notre cher Liban. Perçoivent à raison cet enjeu comme l'un des plus grands défis de notre pays. Inéluctablement, cette ressource essentielle au développement durable se raréfie au Liban et au Moyen-Orient du fait de l'incidence des changements globaux. On ne parle pas uniquement du changement climatique. Moi, je préfère en fait parler des changements globaux. Il y a le réchauffement planétaire, il y a la population, l'accroissement de la population, il y a la déforestation. Tout ça, c'est les changements globaux. Donc, avec des changements globaux qui risquent d'augmenter au Liban, au Moyen-Orient, la fréquence d'événements extrêmes tels que les inondations et les sécheresses, donc cette fréquence va augmenter. L'eau devient rare et devient sans nul doute l'or bleu du XXIe siècle. Par 200 millions de mètres cubes d'eau dans la Méditerranée. Or, cette eau-là a une valeur économique. Donc, on gaspille de l'argent, on gaspille les ressources du citoyen. Troisièmement, la pollution des eaux est en augmentation. Les responsabilités sont trop diluées. Il y a à peu près plus d'une dizaine d'agences, d'une dizaine de ministères qui travaillent, qui sont impliqués dans le domaine de la gestion de l'eau. Des connaissances parcellaires et des compétences insuffisantes dans la gestion des affaires publiques, une absence des systèmes intégrés d'information permettant de connaître les ressources et leurs usages, une mauvaise gestion de la demande, des fuites dans les réseaux, donc le rendement dans les réseaux est très faible. Les eaux non conventionnelles ne sont pas exploitées. J'entends dire par les eaux non conventionnelles la réutilisation, les résurgences d'eau de mer et les eaux grises. Le pompage excessif des aquifères et des dépenses énergétiques sont non justifiés. Il y a eu des rabattements de la nappe, une grande pollution, l'intrusion d'eau de mer, la salinité, une gestion déficiente de la clientèle, l'impossibilité d'améliorer la desserte classique, un système tarifaire non équitable, et puis donc la réduction de la capacité de paiement des services par le citoyen. Et enfin, le déficit budgétaire. Il y a des problèmes de recouvrement, des malversations de toutes sortes et des fichiers incomplets obsolètes
ainsi que le gel des projets de loi du partenariat public-privé, BOT, DBOT. Donc voilà le triste diagnostic de la situation hydrique qui montre qu'une crise de pénurie des ressources en eau au Liban menace actuellement les citoyens. À court terme, le développement humain, économique et social du Liban serait en péril. Tel est en substance le message du livre qui a été publié par le Civic Influence Hub, de notre livre, L'or blanc du Liban, qui constitue un des leviers majeurs d'action au service de la sécurisation alimentaire et sociale du Libanais. Légal, économique, il va falloir affirmer que ce code de l'eau devrait voir le jour au Liban et définir un plan d'action pour la valorisation et la consolidation de ce que j'appelle l'AGIR, la gestion intégrée des ressources en eau par bassin. C'est une condition indispensable pour une gestion efficace de l'or bleu qui ne sera pas toujours renouvelable dans la région du Proche-Orient et qu'au Liban, nous sommes chanceux de l'avoir en tant que ressource renouvelable. La deuxième idée maîtresse du livre L'or bleu du Liban, c'est préserver et gérer la ressource en eau en développant des mécanismes de coordination solides mais aussi durables pour la mise en place d'infrastructures hydrauliques adéquates. Nous pouvons limiter le gaspillage dans la Méditerranée et de plus, l'application de la recharge naturelle et artificielle de la nappe, l'augmentation de l'efficacité dans les réseaux. Je peux vous annoncer que les réseaux actuellement fuient à 48% malheureusement. Donc on pourrait mobiliser, si jamais on lance des actions ciblant les fuites dans les réseaux, on pourrait mobiliser 500 millions de mètres cubes d'eau uniquement pour le Liban. Cela nécessite aussi une rationalisation de l'eau pour l'irrigation. Pierre a parlé que le secteur de l'eau, le secteur agricole est le principal post-consommateur de l'eau au Liban et du Moyen-Orient, donc 80% de l'eau est consommée par le secteur agricole. C'est la raison pour laquelle il va falloir initier des microcrédits en ciblant les agriculteurs afin que les agriculteurs puissent investir dans le changement de leur réseau d'irrigation, utiliser le goutte à goutte et l'aspersion. Troisième idée, favoriser l'exploitation des nouvelles masses d'eau. Les nouvelles masses d'eau, c'est la réutilisation de l'eau qui est traitée au second et au troisième degré, les résurgences d'eau de mer et les eaux grises. Avec les nouvelles masses d'eau, on pourrait aussi mobiliser à peu près 600 millions de mètres cubes d'eau supplémentaires pour les citoyens libanais, à part le gaspillage dans la mer de 1,2 milliard de mètres cubes d'eau. La quatrième idée maîtresse, c'est assurer une gestion de la qualité de la ressource en eau en créant une base de données, favoriser la création de cette base de données dans le cadre du CIFM, de Centre d'information et de formation au métier de l'eau, qui a été initié par le Liban. Et c'est un centre régional qui va regrouper pratiquement toutes les institutions méditerranéennes telles que le REMOB, le CEMID et le GWP, afin que ces institutions puissent aider le Liban et les pays du Moyen-Orient à former les cadres dirigeants ainsi que former aussi les sociétés du BTP au Liban. La cinquième idée, c'est dépolluer la Méditerranée. C'est une idée proposée par le CIH, car on constate que l'accès à l'assainissement au Liban accuse un retard très important par rapport au système d'approvisionnement en eau potable. Au Liban, actuellement, on dispose de 6 stations de traitement des eaux usées. Malheureusement, ces stations ne sont pas raccordées aux égouts. Donc, on n'est pas en train d'utiliser ces stations actuellement. Il va falloir aussi lancer un plan d'action prioritaire afin que ces stations soient mises en exploitation rapidement. Le septième thème qui est le plus important aussi dans ce livre, c'est consolider les partenariats publics-privés. C'est en fait le levier du progrès dans la gestion de l'eau et un outil de solidarité entre les usagers et les responsables. Donc ce défi est présenté par le CIH, mais qui nécessite une volonté politique, qui nécessite la promulgation des lois dans le Parlement et aussi qui nécessite de relancer des projets de BOT, de DBOT, de concession, d'affermage
ces projets-là sont toujours, qui sombrent toujours dans les tiroirs des administrations. Et puis la dernière idée, c'est en fait l'eau qui est une source d'enjeux transfrontaliers et interétatiques. Comme Pierre l'a indiqué, le problème de l'eau ne peut pas être réglé isolément car il apparaît avec une particulière acuité au Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle cette ressource doit être un moyen pour cultiver la coopération et cultiver la paix en s'appuyant sur la Convention des Nations Unies, la Convention 1997, qui stipule que le partage entre les nations devrait être un partage équitable et que l'utilisation de cette eau devrait être une utilisation raisonnable. Par exemple, je donne le cas de la Palestine. Donc, le cas de la Palestine, les Palestiniens ont droit uniquement à 30 litres par jour par personne, les Jordaniens à 60 litres par jour par personne, les Libanais du Jourdain, ils n'en prennent presque rien jusqu'à présent, 8 millions de mètres cubes d'eau, de la quantité du débit qui s'élève à 135 millions de mètres cubes d'eau, et les Israéliens, 450 litres par jour par personne. Vous voyez donc cette disparité entre les pays. Où est ce partage équitable entre les hommes? Est-ce qu'il y a donc une différence entre un Libanais, un Israélien, un Syrien, un Palestinien? Donc c'est là où réside le vrai problème. C'est la raison pour laquelle le Liban a adhéré à cette convention, la Syrie a adhéré à cette convention, la Jordanie a adhéré, la Palestine aussi. Il y a malheureusement qu'Israël et la Turquie qui n'ont pas adhéré à cette convention. Donc, je résume en disant que suite donc à tous ces thèmes-là que je viens de présenter, il va falloir former et éduquer. Former et éduquer, c'est le premier besoin pour concrétiser les objectifs du CIH, les objectifs qui ont été présentés par les experts dans ce livre. La formation et l'éducation contribuent à favoriser l'émergence de citoyens, d'institutions publiques, d'entreprises techniques responsables, c'est-à-dire conscients de leur impact sur l'environnement et soucieux d'optimiser donc l'utilisation de cette ressource. Nous estimons, mesdames et messieurs, que le livre blanc publié par le CIH contribuera à relever les défis, à trouver les solutions aux questions que les citoyens, les dirigeants se posent continuellement, et notamment les questions suivantes. Tout d'abord, comment limiter les effets des changements globaux sur les ressources en eau du Liban? Comment gérer durablement les ressources hydriques abondantes que nous dilapidons en Méditerranée? Et la troisième idée, comment habituer les usagers à des comportements économes dans leurs utilisations? Aux investisseurs, aux Libanais, de juger l'intérêt de l'initiative de CIH qui tend à renforcer la solidarité du citoyen autour du slogan « Ensemble pour le bon état de l'eau au Liban ». Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Lepel, avec cette dernière intervention.